Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Tous Frères. Que diriez-vous de rester les pieds sur terre et d'avoir la tête dans les étoiles? C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui en observant justement les étoiles. Pendant une rencontre interreligieuse, le pape François a invité à les observer. Il dit: en contemplant après des millénaires le même ciel, les mêmes étoiles apparaissent, elles illuminent les nuits les plus obscures parce qu'elles brillent ensemble. Le ciel nous livre ainsi un message d'unité. Notre première étape nous emmène à La Réunion, à l'Observatoire astronomique de la Plaine des Macs. Pendant plusieurs soirées, des bénévoles initient le public à la culture scientifique grâce notamment à des contes et des mythes. Rencontre ensuite avec un astrophysicien et planétologue. Alain Doré-Soundiram a toujours aimé observer le ciel. De sa passion née à Kourou, il en a fait son métier. Dans la chronique cette semaine, focus sur la religion musulmane. Depuis la nuit des temps, le ciel occupe une place importante, une véritable boussole dans le culte musulman. Observer les étoiles. Dans la Bible, un homme a vu sa vie changer parce qu'il a su regarder et observer ces astres lumineux. On l'appelle le père de la foi, c'est Abraham. Comment, rien qu'en observant le ciel, il est devenu père d'une multitude? Luciano vous raconte cette histoire extraordinaire. Observez, comme dans l'histoire des promesses de Dieu à Abraham. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans ce récit issu du livre de la Genèse. Un jour, dans la ville d'Our, un vieil homme, le voici, son nom est Abraham. Il rejoint sa femme Sarai et son neveu Lot. Mais sur le chemin, Dieu lui apparaît et lui dit: « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Dans un élan de foi, Abraham, Sarai et Lot se mettent en route vers Canaan. Une fois arrivé, Dieu lui apparaît et lui dit d'observer tout le pays. « Je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Puis, Dieu lui dit d'observer le sol que foulent ses pieds. « Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. » Le temps passe et la patience d'Abraham et de Sarai est mise à rude épreuve. Ils sont très âgés, n'ont toujours pas d'enfants, ils doutent de la parole de Dieu. Mais une nuit, le Seigneur s'adresse à Abraham. « Ne crains pas, Abraham, ta récompense sera très grande. » Abraham ose lui répondre: « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. » Dieu lui demande de sortir de sa tente et d'observer attentivement les étoiles. « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Telle sera ta descendance. » Abraham est bouleversé. Il met toute sa foi dans le Seigneur. Et Dieu tiendra toutes les promesses qu'il a faites à Abraham, qu'il nommera plus tard Abraham. Mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi, Abraham est l'homme qui a su observer avec ses yeux, comme avec son cœur, les signes que Dieu a mis sur sa route. Il est un véritable modèle de confiance pour tous les croyants. Pour preuve, on en parle encore aujourd'hui. Et vous l'avez remarqué, dans la Bible, Dieu donne un nouveau nom à Abraham pour marquer un changement d'identité. Ainsi, Abraham, qui signifie père vénérable, devient Abraham, qui veut dire père d'une multitude, conformément à la promesse de Dieu sur sa vie. Ce changement a lieu au moment où Dieu a fait alliance avec Abraham et lui réaffirme sa promesse de lui donner un fils. Et telle une étoile sur ce plateau, j'accueille Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Alors, vous nous emmenez, Aurélie, ou plutôt notre voyage, notre première escale, c'est sur l'île de la Réunion, dans les Hauts, à l'Observatoire astronomique de la Plaine des Macs, un lieu propice pour observer les étoiles. Exactement, et c'est le seul centre d'astronomie de l'Outre-mer. C'est un lieu parfait pour observer le ciel. Regardez,
Un ciel pur et dégagé la nuit, moins de turbulences atmosphériques et il y a même la possibilité d'héberger les amateurs d'astrophysique dans le village depuis la création de l'observatoire. Et en plus, c'est un observatoire qui n'est pas si vieux que cela. Il a à peu près notre âge, il a à peine 30 ans. C'est ça, exactement. Il coïncide avec la création de l'Association de l'astronomie de la Réunion, fondée en 1986. Nous avons rencontré plusieurs de ses membres, dont Sylvie qu'on voit ici, mais aussi Yannick et Sébastien. Nos professionnels pays de l'astronomie, ce sont ceux qui accompagnent depuis plusieurs années tous les amateurs, adultes et adolescents qui viennent pour des séances d'observation du ciel et de formation. Nous avons pu y assister. Alors pourquoi l'univers nous fascine-t-il autant et quel mystère s'y cache? Reportage de Camille Langevin. Entre mythes, croyances et sciences, le ciel intrigue et attise la curiosité des hommes depuis la nuit des temps, les laissant s'émerveiller face à la voûte céleste, toujours aussi mystérieuse et captivante. Pour en percer les secrets, l'Observatoire des Macs de la Réunion est aux premières loges. Perché à 1000 mètres d'altitude dans les Hauts-de-Saint-Louis, au sud-ouest de la Réunion, ces télescopes sont rivés vers le ciel. L'observatoire, Sylvie Périgot le connaît bien. Elle l'a vu sortir de terre. L'observatoire, il s'est créé en 1991. Et son histoire, ça part un peu avant, c'est avec le passage de la comète de Halley en 86. Donc elle était mieux visible de la Réunion, donc il y a pas mal d'astronomes qui se sont déplacés à la Réunion. Et rapidement est venue l'idée de créer cette structure. À l'époque, Hubert Reeve, astrophysicien de renommée internationale, a fait même le déplacement pour inaugurer la structure aux côtés d'élus locaux. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous voir ici. Bienvenue d'abord. Depuis sa création, l'Observatoire organise des soirées d'observation pour le grand public et accompagne la recherche scientifique. C'est tous les astres, c'est-à-dire les objets lumineux dans l'espace. C'est donc la science. Mais sa mission première reste la sensibilisation auprès du jeune public, notamment via l'organisation de classes découvertes. De ce côté-là, on est direction nord, donc nous, on va s'orienter vers le sud. Ce soir-là, ces collégiens s'apprêtent à passer une nuit sous les étoiles pour découvrir et tenter d'identifier les merveilles du ciel, car juste au-dessus d'eux, cette étoile qui s'appelle Mimosa, et juste à côté, on devrait retrouver la boîte à bijoux. Se trouvent des amas ouverts de jeunes étoiles très brillantes qui viennent de naître, ou encore des amas globulaires, sortes de sphères constituées de centaines de milliers de vieilles étoiles. Est-ce que tu la vois? Ouais. Dedans? Ouais, on la voit un petit peu. On doit aller sur l'étoile du cerf-volant à gauche et essayer de trouver la boîte à bijoux. Des objets célestes dont le cerf-volant, c'est-à-dire la constellation de la Croix du Sud, parfois plus facile à identifier grâce à des moyens mémotechniques, grâce à l'imaginaire, selon Sébastien Boyer, directeur pédagogique de l'Observatoire. Les contes et légendes sont un moyen de se souvenir de la position des constellations dans le ciel. Et du coup, en racontant des histoires, on va pouvoir raconter l'histoire du chasseur qui est avec un chien. Et comme ça nous permet de retrouver les constellations, retrouver les étoiles et de retrouver les objets que l'on veut observer. Alors par exemple, on va retrouver dans la constellation du chasseur Orion, près de son épée, on va trouver une nébuleuse. Et en fait, si on a retrouvé la constellation, on retrouve sa ceinture, on retrouve son épée, il suffit de pointer un instrument au milieu de son épée et on trouve la grande nébuleuse d'Orion. C'est la manière dont les anciens partageaient leur connaissance du ciel. On n'avait pas d'écrit, donc les anciens racontaient des histoires et on pouvait comme ça retenir la position des différents objets. Le lendemain matin, alors que le jour se lève, le soleil est dans cette direction-là, eh bien la lunette sera aussi dans la même direction. Pour que ma lunette... Il reste pourtant bien une étoile à observer, celle de la Terre, le Soleil.
Là, je vois un grand rond rouge et plein de petits points noirs dessus. Et je savais pas qu'il y avait des taches sur le soleil, des taches noires. Et on a mis au niveau du télescope un filtre qui s'appelle lui le filtre H-alpha qui nous permet de voir la surface du soleil, les protubérances et les taches solaires qui sont visibles sur le soleil. Des taches qui représentent en fait les zones les plus froides du soleil. Énormes boules de gaz en fusion dont le diamètre fait plus de 100 fois celui de la Terre. Si pour ces élèves, ces classes découvertes représentent souvent une initiation, d'autres au contraire ont plusieurs nuits d'observation au compteur. Le bras de Persée, il est du côté du cygne. Le Club Astro, association fondatrice de l'Observatoire, compte aujourd'hui une quarantaine d'astronomes amateurs, des passionnés dont fait partie Sylvie Périgot. J'avais jamais regardé dans un télescope avant, on m'a montré la comète de Halley, c'était vraiment pas terrible, mais après on m'a montré la planète Saturne. J'ai trouvé ça extraordinaire que je puisse voir, mais oui c'est vrai, elle a vraiment des anneaux. C'est là vraiment que ma passion pour l'astronomie a commencé. Alors il faut dire qu'à La Réunion on est gâté pour le ciel aussi, on a un ciel de qualité puisqu'on est un petit caillou dans l'océan Indien et on n'a pas d'autres lumières que les nôtres. Alors, dès qu'ils le peuvent, ces chasseurs d'étoiles enfilent leur double casquette, celle d'observateur, comme Ferdinand Bernard, toujours accompagné de son matériel de pointe. Du coup, ce sont des jumelles astronomiques de 100 mm de diamètre qui grossissent 35 fois. Et alors qu'ils scrutent l'horizon avec patience, à la recherche des merveilles du ciel, quelques mètres plus loin, dans cette coupole, Sylvie, elle, s'est transformée en astrophotographe. La nébuleuse de la Lagune, celle-ci, c'est la nébuleuse de la Lagune. Et à côté, il y a la Trifide, ouais. La photographie, ce que ça apporte en plus de l'observation, c'est que ça va mettre en évidence des détails qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux, même en regardant avec un télescope. Ça met aussi en évidence beaucoup plus d'étoiles. C'est quand même des photos qui sont magnifiques. Ça fait rêver. C'est beau, donc on contemple. Les astronomes sont des contemplatifs. D'observer le ciel, ça vous montre votre position dans l'univers, ce que vous êtes dans l'univers, donc un grain de poussière. Et pour discuter de cette contemplation des étoiles, nous n'allons pas très loin puisque nous allons à Paris rencontrer notre invité avec donc c'est Jacques Arnoux. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes théologien, historien des sciences et expert éthique au CNES, le Centre national d'études spatiales. Alors déjà une première question, observer c'est forcément regarder attentivement la nature. En quoi est-ce un élément indispensable dans la démarche scientifique ? Tout scientifique commence par être un observateur. Les plus grands scientifiques, ce sont ceux qui ont ouvert leurs yeux, ouvert leurs oreilles, qui ont pris leurs mains pour toucher la réalité quand c'est possible, ou alors, comme dans le cas de l'astronomie, être capable même de fabriquer des lunettes pour aller plus loin dans l'espace. Donc d'abord observer et accepter la réalité telle qu'elle est. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile parce que nous voulons souvent aller tout de suite plus loin, tout de suite comprendre. Eh bien non, d'abord contempler, comme disait précédemment le reportage. Et si on observe donc l'évolution de nos connaissances en astronomie, plus possible pour l'homme de prétendre être finalement le centre de l'univers, est-ce que ce moment de découverte est plus qu'un bouleversement ? Oui, on parle effectivement d'une révolution et c'est très beau parce que c'est d'abord la révolution de la Terre, elle n'est plus au centre mais elle tourne autour du Soleil, donc révolution de la Terre, révolution des humains parce qu'ils se disent non, nous ne sommes pas au centre du monde, nous sommes au centre, nous sommes un centre parmi des milliers, des milliards d'autres centres et ça c'est très beau, ça doit surtout nous rassurer, nous sommes peut-être une poussière, mais une poussière parmi d'autres poussières, et à nous d'occuper pleinement notre place. Et ça aussi, l'observation nous l'apprend. Alors justement, quelle est notre place dans cet infiniment grand en tant qu'hommes et femmes ? Ça, c'est justement la science et la science moderne qui nous a appris cela. Alors,
il y a d'autres manières de l'apprendre. Mais ce que nous apprend la science, c'est que nous sommes d'abord au cœur d'un espace qui nous paraît de plus en plus grand. Il y a encore quelques dizaines d'années, on parlait de quelques millions d'années. Et aujourd'hui, cet univers a des milliards d'années d'existence. Et donc déjà, le temps et l'espace qui sont infinis. Et pourtant, nous occupons une place singulière, unique, quand nous écoutons des scientifiques, lorsque nous écoutons aussi des astronautes qui peuvent aller dans l'espace, ils nous disent « mais cette petite planète bleue, elle est unique, elle est singulière. Bien sûr qu'elle n'est pas seule, mais elle est unique. Alors, regardons non seulement vers l'espace, mais regardons-nous aussi, nous les terriens, dans cet espace, et nous les humains, parmi ce foisonnement d'êtres vivants qui peuplent cette Terre. » Est-ce que le fait d'observer les étoiles, vous qui êtes théologien, est un moyen de nourrir sa foi? Est-ce que ce n'est pas, j'allais dire, très différent, la foi et la science? Alors, je fais partie de ceux qui prétendent qu'il y a une alliance possible entre la foi et la science, ou plutôt, j'aime bien dire, une conspiration. Vous voyez, nous pouvons respirer ensemble, nous pouvons aussi, scientifiques et croyants, et parfois c'est la même personne, inspirer ensemble nos existences. Vous savez, le sentiment religieux, il a sans doute énormément de racines, énormément d'origines. Mais justement, les chercheurs nous disent que l'une des racines principales, c'est sans doute la contemplation du ciel, parce que le ciel nous environne, parfois le ciel nous écrase, parfois le ciel nous menace, parfois aussi le ciel nous apporte les bienfaits pour la vie, l'eau, la chaleur, l'air. Et tout ça, c'est une expérience qui n'est pas qu'une expérience physique, c'est une expérience qui peut devenir spirituelle et qui nous a conduit, nous les humains, à développer ce que nous appelons un sentiment religieux. Donc la contemplation du ciel, eh bien, c'est une manière possible de nous laisser toucher par un sentiment religieux et peut-être aussi d'y répondre. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Et justement, est-ce que le fait d'observer l'univers donne des preuves de l'existence de Dieu? Je ne crois pas que l'observation de l'univers ou que les sciences nous offrent des preuves de l'existence de Dieu, mais ce sont des invitations à nous interroger sur ce que nous sommes, à tenter d'approcher la réalité de ce que nous sommes, la réalité de ce qu'est l'univers, et puis à un moment donné nous rendre compte que toutes nos connaissances ne suffisent pas à répondre aux questions essentielles qui nous sont posées au cœur de chacun. En quoi crois-tu? En qui crois-tu? Crois-tu déjà en toi-même? Crois-tu en l'autre qui est ton proche? Et puis crois-tu peut-être en une transcendance? Crois-tu en un Dieu? Et ça, la science peut nous permettre d'approcher, d'élaborer des éléments de réponse, mais pas de donner ma propre réponse. Merci beaucoup, vraiment, Jacques Arnoux, pour votre éclairage. C'était passionnant. Je rappelle que vous êtes théologien, historien des sciences et expert éthique au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et puis, nous n'allons pas bien loin, puisque nous restons sur Paris, ou en tout cas dans sa région, sa proche région, à la rencontre d'un autre passionné d'étoiles et du système solaire. Il est né et a grandi en Guyane, et souvent, lorsque l'on parle de l'univers, on pense forcément à la Guyane et à Kourou avec son centre spatial guyanais. Exactement, et c'est d'ailleurs la seule base de lancement de l'Agence spatiale européenne. Et nous avons rencontré Alain Doressoun Diram. Alors, il est astrophysicien, enseignant-chercheur à l'Observatoire de Paris et de Meudon-la-Forêt. Il a justement passé son enfance à Kourou et a été très largement inspiré par la proximité du centre spatial guyanais. Et comme il est passionné d'étoiles, évidemment, il n'est pas resté à Kourou. Exactement, Muriel, parce qu'Alain est un globe-trotteur. Il a parcouru le monde, mais les yeux toujours rivés vers le ciel. Il connaît l'Observatoire des Macs à La Réunion, où il a vécu. Et aujourd'hui, regardez, il transmet son amour de l'astronomie aux plus jeunes, une manière pour lui de rendre à la Guyane ce qu'elle lui a donné. Alors, que nous apprend l'observation des étoiles? Pourquoi faut-il parcourir l'univers pour comprendre la Terre sur laquelle nous vivons? Reportage de Nora Fadlaoui et Camille Brévedan. L'outil le premier pour observer, ce sont les yeux. Donc effectivement, j'ai toujours aimé regarder le ciel.
J'ai passé mon enfance en Guyane, à Cayenne puis à Kourou, de la maternelle jusqu'en 5e. Bien, je me souviens effectivement, en plus à l'époque, d'un ciel constellé d'étoiles, parce que bien sûr la Guyane c'est 99% de forêt vierge, donc le ciel est magnifique là-bas. Ce qui me passionnait à cette époque-là, c'était cette part de rêve. Et c'est bien plus tard que m'est venu ensuite l'intérêt pour la physique et les mathématiques. Tout d'abord, on va voyager dans ce système solaire. Eh bien, faisons une petite présentation. C'est ma petite casquette d'enseignant. Aujourd'hui, je suis au collège Valmy pour donner une conférence qui s'intitule « Voyage dans le système solaire ». L'astéroïde, à partir duquel provient cette météorite, elle était dans l'espace. La Terre n'était pas encore là. Et donc, cet astéroïde, il a tout vu. Il a vu la Terre se former. Et donc, cet astéroïde nous raconte ton histoire. Alors, je pense que c'est important que les chercheurs, que le monde de la recherche partagent un petit peu le fruit de la recherche, l'objectif de la recherche auprès du grand public. Nous nous trouvons sur le site de Meudon, l'Observatoire de Paris, PSL, et derrière moi, il y a la célèbre coupole de la lunette, la grande lunette comme on l'appelle. Je suis astrophysicien, mais ma spécialité, c'est le système solaire. Mes journées de travail, alors ce que j'aime à dire, c'est qu'elles ne se ressemblent jamais. Et c'est ça qui fait l'attrait de ce métier. Je suis tantôt en salle de cours. Je suis aussi avec mes doctorantes et doctorants à travailler sur Mercure et Phobos, qui m'occupent actuellement, ou encore faire des observations au Chili ou à Hawaï. Donc vraiment des journées très très différentes. Je me plais à dire que je suis un archéologue du système solaire parce que les astéroïdes et les comètes, ce sont les choses les plus anciennes qui existent dans le système solaire, qui ont fabriqué les planètes. Elles se sont formées dans un mouchoir de poche, à partir des mêmes ingrédients, dans le même moule. Et donc, au départ, elles étaient très similaires, mais après, elles ont divergé. Donc, étudier les similitudes, mais aussi les différences, c'est mieux comprendre l'histoire, mais aussi le devenir de la Terre. Avec toute une équipe, on a conçu un instrument à la pointe de la technologie qui va, une fois sur Mercure, pouvoir en déterminer la composition complète, la composition globale. En attendant la mission Bepi-Colombo, qui va arriver à Mercure en 2025, eh bien, je suis depuis 2020 sur un autre projet. Car le Japon, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, nous a sollicité pour fabriquer un autre instrument, un autre spectromètre infrarouge, visible infrarouge. Cette mission qui s'appelle MMX, Martian Moon Exploration, a pour objectif de se mettre en orbite autour de Phobos, la lune de Mars, et puis s'y poser, et ensuite à ramener un échantillon sur Terre. Alors ça serait la première fois qu'on ramènerait un échantillon de l'environnement martien. On a des échelles de temps très longues. Aller vers une planète, vers un astéroïde, ça prend des années, voire même des décennies. Les distances sont très très longues. Là, on parle de millions de kilomètres. Je verrai, j'espère, les données de ces deux missions avant ma retraite. Et dans la chronique, intéressons-nous à la religion musulmane. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis la nuit des temps, le ciel y occupe une place importante. C'est un peu une boussole. Exactement. Alors Muriel, entre Ptolémée, grand astronome de l'Antiquité, et Copernic, qui découvre que la Terre tourne en fait autour du Soleil au XVIe siècle, l'Europe ne développe pas beaucoup l'astronomie. Les progrès les plus importants vont être produits dans le monde musulman entre le 9e et le 11e siècle. Et ça commence juste ici, dans la Maison de la Sagesse de Bagdad. Voilà, donc c'est une bibliothèque, une université, un centre intellectuel majeur de l'époque où de grands scientifiques vont notamment faire évoluer la science de l'astronomie. Les motivations sont diverses, s'orienter pour les longs voyages sur Terre et en mer, développer l'astrologie, nommer les étoiles, et c'est aussi une conséquence du développement mathématique du système de numérotation arabe qu'on utilise encore d'ailleurs. Certains scientifiques de la Maison de la Sagesse sont encore cités aujourd'hui, comme Al-Khwarizmi, qui est aussi le père de l'algèbre et qui publiera dans un livre des tables sur la position du Soleil, de la Lune et des planètes.
Et comment vont-ils s'y prendre pour faire évoluer justement toutes ces études? Alors, au-delà de l'utilisation de l'algèbre, ils vont développer des instruments de calcul mathématique comme celui-ci. Regardez, c'est un astrolabe. Alors, c'est un instrument qui est né pendant l'Antiquité grecque et qui sera amélioré par les Arabes pour permettre de calculer la distance des étoiles et qui pouvait aussi servir à déterminer l'heure, le Soleil étant une étoile, Muriel. Tout à fait. C'était pour vérifier si je savais. C'est ça. Donc, de cette époque, il existe environ 10 000 manuscrits dans le monde qui constituent le corpus astronomique arabe. Et ont-ils été motivés par la religion musulmane? Oui, complètement. Alors, je vais vous lire une phrase du Coran qui dit « Et au moyen des étoiles, les gens se guident ». Et au-delà de cette phrase, plusieurs règles de l'islam vont pousser les musulmans à observer le ciel pour vivre leur foi. Une autre citation dans les hadiths, cette fois du prophète Mohammed qui dit « Qui d'entre vous sera témoin de la nouvelle lune qu'il jeûne ?» Alors, la nouvelle lune, là, ici, il parle évidemment du mois de Ramadan. Alors, le jeûne pendant ce mois sacré pour les musulmans est un des 5 piliers de l'islam. Et pour le commencer au bon moment, il faut déjà se tourner vers le ciel. D'accord. Et donc, le Ramadan, ça arrive une fois par an. Est-ce qu'ils utilisaient l'observation du ciel, des étoiles au quotidien? Oui, tout à fait. Les musulmans doivent également pouvoir déterminer la direction de la Mecque. Regardez, c'est ce qu'on appelle la Qibla. D'abord, pour trouver la direction dans laquelle prier. Donc, quelle que soit l'époque où qu'ils soient dans le monde, les musulmans doivent prier dans la direction de la Kaaba, qu'ils décrivent comme la maison d'Abraham. Il faut également orienter les mosquées dans cette direction. Pour trouver la Qibla, ils se servaient de leur outil principal, les étoiles. Et de la même façon, on parlait tout à l'heure de l'astrolabe qui pouvait, grâce au calcul de la distance des étoiles, indiquer l'heure sur Terre. C'est aussi grâce à des outils de ce type que les musulmans déterminaient l'heure de leurs 5 prières par jour. En résumé, observer les étoiles pour les musulmans a longtemps été une nécessité pour rythmer leur pratique de la religion. Le monde arabe a produit un héritage scientifique essentiel pour transmettre le savoir astronomique perdu dans l'Occident depuis l'Antiquité. Cet héritage est encore visible aujourd'hui, comme en témoignent les noms de plusieurs dizaines d'étoiles comme Altaïr, Aldébaran ou Bételgeuse. Merci Aurélie. Et si vous souhaitez vous enrichir à ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'un Réunionnais. Il s'appelle Sébastien Carassou. Il est astrophysicien et conférencier et il met en ligne régulièrement des vidéos pédagogiques sur les étoiles et l'univers. Un bon moyen de s'émerveiller tout en apprenant. Et que diriez-vous de regarder en arrière, dans le rétro, et de vous plonger dans un document de l'époque avec l'INA, un reportage sur le centre spatial guyanais. Pourquoi a-t-il été construit en pleine forêt tropicale? Réponse avec ce reportage d'avril 1968. Et vous, quel est votre lieu préféré pour observer le ciel? On s'en parle sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Votre lieu préféré à vous, c'est lequel, Muriel? Alors, moi, j'aime bien observer les étoiles quand je suis en Martinique, sur la plage des Salines, sauf que il faut beaucoup de crème anti-moustique. C'est sûr. Mais je trouve que ça permet vraiment de sortir de soi-même, de regarder l'univers et de se rendre compte qu'on n'est pas bien grand. C'est ça, c'est vrai que c'est rempli de mystères, ça donne un peu le vertige de regarder l'espace. Et puis, quand on pense à l'espace, évidemment, ça force l'humilité. On se rend compte qu'on est vraiment tout petit par rapport à l'infiniment grand. Exactement. Et puis, finalement, dans nos vies, les étoiles seraient ces petits points lumineux qui éclairent notre chemin dans l'obscurité, comme finalement des signes d'espérance, parce que nous pouvons tous être une étoile qui brille dans la vie des autres. Très belle semaine à vous. À bientôt.